Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias. Enfin, le retour des médias sur la chaîne. On va faire le top flop audience de la semaine du 30 août, c'est-à-dire de la semaine dernière, donc entre le 30 août et je crois que ça nous emmène jusqu'au 5 septembre, quelque chose comme ça. On fera donc top flop, le baromètre Access également, bilan global. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Dans les commentaires, vous pouvez mettre ce que vous avez regardé à la télé, ce que vous avez pensé de la télévision sur la semaine dernière, et puis ce que vous avez pensé des audiences également. Et puis voilà. Alors pourquoi il n'y a pas eu d'émission cet été? J'avais dit, c'était au mois de juin déjà, ça remonte, qu'il n'y aurait certainement pas d'émission, et après j'avais eu peut-être l'idée de faire une émission qui résumerait le mois de juillet et qui résumerait ensuite les 3-4 premières semaines du mois d'août. Il s'avère que c'était le projet, il s'avère que j'ai pas eu vraiment le temps. Pour tout dire, il y a eu le Tour de France d'un côté, entre le Tour de France et les Jeux Olympiques, il y a eu une semaine. Et entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques, entre les deux, il y a eu du cyclisme, il y a eu du foot, besoin de repos également. Donc ça a été un petit peu compliqué cet été pour faire ça. Je sais qu'on m'avait proposé de me donner les audiences, sauf que moi j'aime bien faire mes trucs dans mon coin, et très clairement, et je me voyais pas faire des vidéos qui auraient été faites à 90% par quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait. Pour vous résumer cet été, il n'y a pas eu grand chose en plus qui a vraiment fait un carton à la télévision cet été. Comme souvent ces dernières années, on a un été qui est quand même basé sur les rediffusions. On a TF1 qui a tenté des nouvelles choses, ça n'a pas vraiment marché. France 2 a aussi un peu souffert, je pense notamment à Fort Boyard qui n'a pas fait un carton. Et puis du côté d'M6, c'était extrêmement calme, comme souvent. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'émission cet été? C'est aussi, j'avais dit, il y avait très peu de choses à la télévision. Si j'avais fait des top et flop audience cet été, je pense que j'aurais eu très peu de choses à dire. Et encore une fois, j'ai eu énormément j'ai fait énormément de vidéos cet été. Et il y a eu aussi la Vuelta. Et puis il y a même des choses que je n'ai pas faites en termes de vidéos, notamment l'athlétisme. J'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, j'ai pas eu le temps de le faire. C'est surtout qu'à un moment, je sais très bien que ça va être uploadé trop tardivement pour vous. Et je sais très bien que quand c'est uploadé tardivement, c'est moins regardé. Voilà. C'est un peu le problème de YouTube, c'est que l'analyse, ça prend du temps, mais on veut pas que ça prenne du temps pour avoir les vidéos. On va avoir les vidéos tout de suite, donc c'est un peu le souci. Et étant donné que ma connexion internet, j'ai toujours pas la fibre, compliqué d'uploader. Je pense que quand j'aurai la fibre, il y aura plus de vidéos encore sur la chaîne, mais des vidéos comme les top flop audience arriveront peut-être plus tôt. Est-ce que je les ferai pas en live? C'est des choses que je me pose comme type de questions. Je pense que je ferai beaucoup de live sur YouTube, parce que bien entendu, je n'utilise pas Twitch. Je sais que les gens regardent beaucoup de live sur Twitch, mais voilà. Moi, ça me fait chier d'avoir 150 plateformes différentes pour que vous trouviez les choses. Donc, si je fais des lives, je les ferai sur YouTube. Mais tout simplement, du côté des audiences télé, voilà, il y a eu... Ça a été un peu cet été, il y a eu beaucoup d'émissions sur la chaîne. Et puis, les Paralympiques, c'était 20-25 minutes à chaque fois. Les Jeux Olympiques, on était sur 40 minutes parfois, entre 35 et 40 minutes. Et puis, il y a eu des choses aussi à côté dans ma vie perso. Donc, pour éviter de faire un burn-out complet, c'est surtout pour éviter de faire des vidéos bâclées, très clairement, où il n'y aurait pas eu d'analyse derrière. On passe au top et flop. Du côté des flops, je commence avec mardi TF1, Koh-Lanta, la légende. 5 286 000 téléspectateurs, 26,4% de part de marché. Je rappelle aussi pour des gens qui me rejoindraient, si vous me rejoignez plutôt, sur la chaîne, qu'au niveau des audiences télé, je rappelle, il y a 5000 boîtiers disséminés dans toute la France. Ce sont des boîtiers qui sont branchés à la télévision et ce sont des boîtiers électroniques qui rapporte les audiences à Médiamétrie, et ensuite on fait la corrélation, on voit que tant de personnes ont regardé tant de programmes, et on multiplie, et ça donne les audiences en nombre de millions de téléspectateurs. Donc voilà, c'est d'une fiabilité, on va dire, relative, c'est quand même beaucoup plus fiable que les audiences radio qui se font par téléphone. Donc du côté de Koh-Lanta, la légende, 5 286 000 téléspectateurs, ça fait pas beaucoup plus que Koh-Lanta traditionnel,
que la dernière saison de koh-Lanta. On était à peu près sur ces chiffres-là. Alors, est-ce que c'est le mardi ? C'est vrai qu'un autre jour de diffusion, c'est un programme quand même qui se finit tard. Moi, je vois quand même moins de réactions sur Twitter. koh-Lanta, c'est quand même un programme qui est... quand les émissions sont diffusées à la télé, il y a autant de réactions, il y a énormément de réactions sur Twitter. Donc il y a moins de réactions sur Twitter, on voit que l'audience, on est à 5 millions 2, mais bon, le vendredi, on est arrivé parfois à 6 millions, 6 millions 2, 6 millions 3. Et on est assez loin des 30%. Peut-être aussi que koh-Lanta ça s'essouffle un peu parce que koh-Lanta, la dernière saison, c'est quand même pas fini il y a si longtemps que ça. Donc on enchaîne un petit peu les saisons de koh-Lanta, donc peut-être un petit peu de fatigue. Malgré tout, sur les cibles, ça reste très fort. On a 38% sur les femmes de moins de 50 ans et puis 58%. Alors ce chiffre-là m'étonnera toujours. 58% sur les 4-14 ans. Je suis surpris qu'il y ait des parents qui laissent regarder koh-Lanta à des mômes. C'est pas que c'est une émission, comment dire, voilà, on voit des choses horribles à la télévision, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de trucs sanglants, c'est pas interdit aux moins de 12 ans, voilà. Mais je suis surpris parce que c'est quand même un programme qui inculque, je trouve, des choses qui sont pas... Voilà, écraser l'autre, pas... Bon, peut-être après ces enfants-là font l'ENA, mais non, c'est quand même une compétition, puis une compétition, on se fait quand même énormément de coups bas, donc voir autant d'enfants regarder koh-Lanta, je pense qu'il y a peut-être d'autres programmes à regarder quand on a entre 4 et 14 ans, et puis je pense qu'il y a beaucoup de mômes surtout qui comprennent pas tout ce qui se passe dans koh-Lanta, donc c'est comme la dernière fois pour tout vous dire, j'ai été voir le film Kaamelott, dans le cinéma qui est à côté de chez moi. J'étais surpris, il y a des parents qui ont quand même emmené des mômes qui avaient, je sais pas, 6 ou 7 ans. Je me dis, mais mec, les mômes, ils vont rien comprendre du film, quoi. Kaamelott, il y a plein de choses. En plus, le film, pour ceux qui l'ont vu, il y a quand même des trucs où il faut avoir vu un petit peu quand même. Alors, l'histoire globale, faut pas avoir vu les Kaamelott, mais il y a des petits trucs comme ça qui sont disséminés un petit peu partout. Faut avoir vu les épisodes quotidiens. Et plutôt en avoir vu beaucoup des épisodes quotidiens. Je dis, les mômes qui ont 5 ou 6 ans, les parents, ils sont quand même un petit peu stupides. Je pense d'emmener leur môme à ce... je sais pas, il n'y avait pas un dessin animé Pixar. C'est comme les parents qui emmenaient leur môme voir Shrek à 5 ou 6 ans. Shrek, c'est un dessin animé d'adulte. Là, c'est un peu pareil avec koh-Lanta, je comprends pas vraiment. Jeudi, TF1, on continue avec Mensonge, 5 890 000 téléspectateurs, 26,7% de part de marché avec Audrey Fleurot. J'ai mis Fleuron, mais bien entendu, j'étais bourré quand j'ai écrit ce matin, mais j'étais bourré ce matin. Et Arnaud Ducré. Mensonge, donc c'est basé sur une série anglaise, mais on a quand même pas mal un peu changé la série anglaise. C'est-à-dire que la base de l'histoire est la même, mais les personnages ont été retravaillés pour la série française. Ça casse pas 3 pattes à un canard, moi je trouve. Autant j'avais été dithyrambique sur HPI, notamment, que j'avais trouvé super, autant Mensonge, on est sur un thriller assez basique, je trouve. Alors Audrey Fleurot joue bien, mais je l'ai vu jouer mieux dans d'autres trucs. Et Arnaud Ducré, pour moi, ça passe pas en méchant Arnaud Ducré. J'ai vu des extraits, mais Arnaud Ducré, il est pas terrifiant en fait. C'est pas Hilary Strupp non plus, Arnaud Ducré, donc c'est compliqué quoi. On a Arnaud Ducré, je sais pas si c'est parce que pour moi il a joué beaucoup trop de choses comiques, c'est peut-être ça, mais il joue pas mal en soi, mais pour moi il joue pas le méchant, il me fait pas peur quoi. En fait, Arnaud Ducré joue le rôle d'un mec qui techniquement est manipulateur, profite de sa position de pouvoir pour violer des filles. Et moi, il me fait pas peur. Là, par exemple, dans l'épisode qui a été diffusé hier, il est vendredi 10 septembre, il y a eu un épisode hier, j'ai vu un extrait de l'épisode, où à un moment, il met un coup de pression à l'avocate, mais moi, ça fout pas la pression. Et puis, il y a aussi celle qui joue Madame Bastide dans Un si grand soleil. Et c'est fou, elle joue de la même manière, aussi mal dans une série que dans l'autre. C'est fou, dans Mensonge, vous prenez sa voix, c'est le même personnage, elle joue la directrice de l'hôpital, mais elle joue de la même manière dans une série comme dans l'autre. Je trouve ça stupéfiant.
Et je trouve qu'en plus, ouais, on sent qu'elle a peut-être fait les cours Florent, mais c'était il y a longtemps, quoi. Non, je joue pas bien, hein, faut dire la vérité. De toute façon, dans toutes ces séries, Ainsi Grand Soleil, Plus belle la vie, ou je sais plus comment ça s'appelle sur TF1, c'est rarement quand même du haut niveau de Laetitia Milo. Bon, c'est pas une grande comédienne, quoi, faut dire la vérité, hein, ça joue pas très bien. Ils sont très rares, les gens qui sortent de ces séries-là, à être des très bons comédiens. Mais bon, on continue avec Vendredi, France 2, Candice Renoir. 5 304 000 téléspectateurs, 26,1% de part de marché. L'avantage en plus de Candice Renoir, c'est que en face sur TF1, c'est pas la folie, donc ça aide. Malgré le fait qu'il y avait qu'un seul épisode inédit du côté de Candice Renoir, donc ça rebute toujours des personnes qui aiment avoir 2 inédits d'affilée. Parce que c'est vrai que si t'as vu tous les épisodes derrière, tu te tapes un épisode et puis à 22h, qu'est-ce que tu regardes à la télévision en documentaire sur France 5 ? C'est un peu compliqué. Après, du côté de Candice Renoir, ça marche toujours bien. Pourtant, c'est la 9e saison, hein, 8e, 9e saison, je ne sais plus, 9e saison, peut-être Candice Renoir, mettez-moi ça dans les commentaires. Ça marche toujours aussi bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une érosion d'audience sur ces dernières années. Et c'est la force de France Télé quand même ces derniers temps, c'est d'avoir des marques qui sont pourtant âgées, mais qui marchent toujours. TF1 n'arrive pas à conserver ces séries aussi longtemps. On voit Alice Nevers notamment, mais d'autres séries qui ont un peu souffert ces derniers temps du côté de TF1, alors que France 2 arrive à conserver ces marques pendant très longtemps. C'était déjà le cas auparavant. Je pense aux séries du vendredi soir. PJ, ça doit faire, a dû faire 10 saisons. Vous avez Quai numéro 1, je crois que c'était 6 ou 7 saisons. Il y a toutes ces séries du vendredi soir. J'étais bercé par ça tous mes vendredis soirs avec plein de meurtres pour bien lancer son week-end. Et du côté de France 2, toutes ces séries-là ont eu des durées de vie assez longues. Avocat et associé aussi. Je comprenais pas trop quand j'étais petit, Avocat associé. Faudrait que je regarde. J'avais 7 ou 8 ans quand ça passait, même moins à l'époque. Mais voilà, Candice Renoir, ça marche bien et ça continue de bien marcher. Mais je pense aussi à Lex Hugo, c'est plusieurs saisons, à Capitaine Marlowe aussi, c'est saison 7, saison 8. Ça marche toujours très très bien. Et puis je termine avec le football sur M6. Donc c'était mercredi et samedi avec l'équipe de France face à la Bosnie et face à l'Ukraine. Autant l'équipe de France n'a pas très bien joué, autant ça a fait des bons scores pour M6. 25% de part de marché, aux alentours des 5 millions de téléspectateurs. Il y a un match qui a fait 4-9, l'autre qui a fait 5-5, je crois à peu près de tête. Malgré le fait que moi je peux pas regarder les matchs sur M6 parce que les commentateurs sont à chier, quoi. Robert Pires... certains trouvent que Lizarazu est mauvais, mais alors regardez vraiment un match avec Robert Pires, quoi. Robert Pires, il est du niveau de Rodolphe Godin, le mauvais sur l'échelle du Julien Febvre. Julien Febvre étant un 10 sur 10 en tant que commentateur sportif, là on a du mal à atteindre le 1 sur 10 quand même du côté de M6. Alors que du côté de Grégoire Margoton, on est un bon 8, un bon 9 sur 10. Je rappelle, le 10 sur 10, vous prenez toujours Julien Febvre, là on est sur le top du top. On passe au flop, parce que je suis déjà à 14 minutes de vidéo, c'est une vidéo qui est longue. Je commence déjà avec France 2, tout le monde veut prendre sa place tous les jours de la semaine, entre midi et 13h. Là j'ai pris l'audience du 1er septembre, mais le 1er septembre ça a fait que 1 200 000 téléspectateurs, 14,1% de part de marché, mais les audiences sont quand même en retrait. On a perdu quasiment 1,5 point, voire 2 points d'audience par rapport à Nagui. Et pourtant Nagui c'était déjà pas la folie. Désormais tout le monde veut prendre sa place, c'est quand même derrière le 12-13 et surtout complètement largué par TF1 et les 12 coups de midi, les 12 coups de midi à la même heure, le même jour. C'est 3 133 000 téléspectateurs, c'est-à-dire 36,8% de part de marché, c'est-à-dire 20% de plus. Voilà. Pas compliqué, c'est la loose pour tout le monde veut prendre sa place. Ça entraîne bien entendu des audiences qui sur le 13h, là je vous ai pas donné les audiences du 13h, mais le 13h de France 2 se fait également poutrer par le 13h de TF1.
Moi, je pense que très clairement, sur Tout le monde veut prendre sa place, on a déjà un concept qui a été bien martyrisé quand même par Nagui. C'est quand même une émission aussi qui a plus de 15 ans. Les 12 coups de midi, ça a 5-6 ans de moins. Ça arrivait un peu plus tard, parce que je rappelle, les 12 coups de midi, avant, c'était Attention à la marche. Entre Attention à la marche et 12 coups de midi, il y a quand même de grosses différences en termes de concept. Tout le monde veut prendre sa place, ça a été fait, refait. Et puis c'est un concept qui a vieilli, et c'était novateur quand ça a été lancé, parce que le champion qui revenait tout le temps, c'est un concept novateur. Ils sont aussi face aux 12 coups de midi, où vous avez un champion qui est là qui a battu même un record du monde de nombre de participations à un jeu télé. Donc ça n'aide pas en plus, mais du côté de Tout le monde veut prendre sa place, oui, le concept a été éculé, et en plus, ils l'ont pas vraiment modernisé, à part que Laurence Boccolini est assise, ce qui je trouve est une erreur monumentale. On peut être assis dans un jeu quand il y a de la tension. Je pense à Qui veut gagner des millions, il y a de la tension, on joue sur la tension, notamment avec l'effet de lumière, parce que vous avez beaucoup de lumière sur les premières questions, puis plus vous augmentez dans les paliers, moins vous avez plus la lumière est recentrée sur vous. Déjà, ouais, Money Drop aussi, ça marchait. Mais vous regardez, en plus, dans le maillon faible, elle était debout. Donc je vois pas pourquoi elle est assise. Moi, je trouve qu'un jeu, quand vous êtes assis, vous perdez en rythme, je trouve. Apprendre ou à laisser, c'est un intérêt d'être assis. Parce qu'il y a la tension, et puis l'animateur est pas dans un rôle d'arbitre, en fait. Il est dans un rôle vraiment d'accompagnement du candidat, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce type de jeu. Moi, je trouve que c'est déjà une erreur. Ensuite, vous avez quand même maintenant de la concurrence à cette heure-là. Je pense à TF1, notamment avec les 12 coups de midi. Je pense également avec le 12-13, mais je pense aussi à M6, avec notamment Julien Courbet, et puis ensuite les 12-45. On a perdu la quotidienne, mais sur France 5, mais vous avez quand même des documentaires sur France 5. Vous avez également le BFM, toutes les chaînes info qui ont maintenant des midi 15h, qui ont un peu plus de gueule qu'il y a 5-6 ans, il faut très clairement le dire, notamment sur BFM avec Pascal de la Tour du Pin. Donc ouais, vous avez pas mal de concurrence, pas mal de programmes différents. Vous avez RMC Story aussi avec Estelle Midi. Non, c'est une blague. Hein. Estelle Midi, ça fait également des audiences catastrophiques, mais je pense que c'est surtout que le concept a mal vieilli, et puis que Nagui avait déjà bien explosé le concept les mois précédents. Donc ça faisait déjà des audiences catastrophiques. Et une fois que les gens sont partis à cette heure-là, à midi, on est vraiment sur du programme d'habitude. Les gens, ils changent pas de programme si facilement que ça à midi. Donc une fois que les gens sont partis sur Courbet ou sont partis sur Reichmann, eh bien ils restent sur ces programmes-là. Et c'est très compliqué de reprendre des candidats. Ce qui est con, c'est qu'en plus le jeu de Bruno Guillon marche plutôt pas mal. Le jeu qui remplace Les Amours, qui est avant, mais les gens partent après Bruno Guillon. Très clairement. Parce que Bruno Guillon, je crois que ça fait 22, 23. Enfin, ça marche plutôt pas mal, hein, Bruno Guillon. Autant son émission de radio, je trouve qu'elle a vieilli, autant Alors après, j'ai pas vu le jeu, hein, mais ça marche plutôt bien. Mardi, TFX. Mardi, M6. J'ai dit une bêtise. Ils étaient 10, basé sur Agatha Christie, mais on n'a plus le droit de dire ils étaient 10 petits nègres. Donc on a enlevé le 10 petits nègres, ce qui est un petit peu ridicule, parce que c'est un petit peu le titre de l'œuvre. La cancel culture... de manière stupide. 2 76 000 téléspectateurs, 8,8% de part de marché. C'est pas top pour un programme français où on a mis beaucoup de moyens, lancé un petit peu en grande pompe. Mais la polémique autour du livre a pas aidé. Et puis le titre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était le livre, en fait. Vu qu'on a enlevé 10 petits nègres, ils étaient 10. Pour beaucoup de personnes, ça veut rien dire, en fait. Donc ils savent pas sur quoi c'est basé. Et puis le mardi, vous avez Koh-Lanta, et ça aide pas, hein, pour les programmes comme ça. Je pense que c'était peut-être pas forcément le bon jour pour programmer cette émission. Après, le mardi est souvent une casse compliquée quand même pour M6. C'est une casse où ils ont un petit peu de mal. Jeudi, TFX, que sont-ils devenus? 131 000 téléspectateurs, 0,6% de part de marché. Programme présenté par Karine Ferry. Autant vous dire que elle sert de passe-plat, hein, c'est un peu comme Carole Rousseau sur les 90 minutes enquête à l'époque, ou Tatiana Silva maintenant. Elle lance juste ce documentaire, le reportage, ensuite vous avez un reportage. Alors que sont-ils devenus? C'est sur les candidats qui auraient marqué la télé-réalité, notamment.
Moi, j'en ai rien à branler de savoir ce qui est devenu Marjolaine, de Marjolaine et millionnaire, ou Greg le millionnaire, enfin, ou les tentatrices de l'île de la tentation, j'en ai absolument rien à foutre. Donc, je pense que je suis pas le seul, vu le score. C'est quand même un programme basé sur du rien. J'adore Karen Ferry parce que ça fait partie de ces gens qui veulent qu'on oublie leur passé de télé-réalité, ou comme Clara Morgan, le passé dans le porno, mais Clara Morgan, bon, elle continue de faire des calendriers où elle pose à moitié, enfin où elle pose en string, et Karine Ferry continue de faire des émissions sur la télé-réalité. Donc c'est compliqué d'oublier quand tu restes dans le même domaine, quand même. Enfin, je considère que c'est compliqué. Vendredi, TF1, Game of Talent, l'émission présentée par Jarry. Je ne l'ai jamais vu, il faudrait que je regarde un moment ce que ça donne. 2 981 000 téléspectateurs, 15,2% de part de marché. Alors Jarry qui s'est fait incendier sur les réseaux sociaux pour un élément qui n'est pas de son fait. Ce n'est pas lui qui a demandé la case du vendredi. C'est TF1 qui a considéré qu'il fallait peut-être que Koh Lanta change de case. Donc ça n'avait aucun... Alors déjà, ça n'a aucun intérêt d'incendier quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais encore moins pour quelque chose qui n'est pas de son ressort. Des menaces de mort, va falloir quand même se détendre un petit peu le slip. J'ai l'impression que depuis qu'il y a la Covid, même avant, il y a des gens qui s'énervent vraiment, qui pètent vraiment des câbles pour plus grand-chose en ce moment. Va falloir prendre des Xanax pour certaines personnes. Donc Game of Talent, après j'ai pas vu l'émission, donc peut-être que l'émission est catastrophique, mais bon, après, Jarry, est-ce que c'est un bon animateur? C'est toujours la question des gens qui veulent un peu tout faire. C'est-à-dire que Jarry, il veut être à la fois humoriste, être à la fois comédien, animateur télé. On peut être bon dans plusieurs domaines, mais on peut pas être bon dans tout. Je pense notamment à Mouloud Achour qui a fait un film. On peut être bon dans plusieurs domaines, mais on peut pas être bon dans tous les domaines. Et donc il y a un moment, il y a forcément des lacunes. Et puis je termine avec samedi. Après, je sais pas s'il est bon animateur, mais bon, c'était pas son métier d'origine. Il a peut-être bien appris. Il y a des gens qui arrivent à passer d'un élément à l'autre, mais bon, moi par exemple, je vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter. Voilà, il y a des moments, on a tous des domaines où on n'est pas bon. Il faut l'accepter. Samedi, France 2, je termine avec la fête de la chanson à l'Oriental, 1 503 000 téléspectateurs, 8,3% de part de marché. J'adore un petit peu ce racisme qui est totalement assumé. La fête de la chanson à l'Oriental, parce qu'il y a Enrico Macias et Faudel. Enfin, voilà. Ce communautarisme... moi, je suis content que ça n'ait pas marché. Ce communautarisme à la con. Fête de la chanson à l'Oriental. Comme si c'est comme les mecs qui mettent musique du monde. Voilà. Musique du monde, oui, parce que c'est exotique. Voilà. Toi, je t'aime bien parce que t'es exotique. C'est ce type de phrase-là. Enfin, fête de la chanson à l'Oriental. Parce que tu mets Enrico Macias, parce que c'est pas de la chanson donc populaire. C'est la chanson à l'Oriental, c'est-à-dire que c'est pas comme la chanson classique, on va dire. C'est pour ça qu'on doit préciser. Enfin, le rail, je pense que c'est rentré dans les mœurs quand même très longtemps, vu ce que vendait Faudel à l'époque de ses premiers albums, puis après, ou ce qu'a vendu Enrico Macias comme album. Je pense que c'est devenu culture populaire pour tout le monde. On n'est pas obligé de préciser à l'oriental. Ouais, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Ça a fini que 4e au niveau des audiences, alors que pourtant chez TF1 c'était pas la folie non plus. On passe au baromètre Access. Baromètre Access, c'était la rentrée. C'était la semaine de la rentrée pour ces programmes télé-là, donc je vais aller assez vite. N'oubliez pas les paroles en baisse, 3 millions de téléspectateurs. Eux, ils n'ont pas arrêté pendant l'été. Même pendant les Jeux Olympiques, puisque l'émission avait lieu pendant les Jeux Olympiques. Demain nous appartient, passe devant. N'oubliez pas les paroles pendant cet été. 3 millions de téléspectateurs. Petite hausse pour Demain nous appartient, qui reste quand même sur les mêmes taux que d'habitude. On retrouve ensuite Quotidien. 1,7 million. Petite forme pour un début d'année pour Quotidien, qui a fini à 1,3 jeudi. J'ai pas les audiences de vendredi, pour tout vous dire. J'ai pas réussi à trouver les audiences des Access sur le même site que j'utilise pour
les autres chiffres, parce qu'entre Morandini qui coupe, il y a des sites qui coupent de 19h à 20h, de 20h à 21h. Entre les sites qui coupent pas, enfin, c'est un bordel monstre au niveau des accès, donc tu es obligé de passer par le même site si tu veux avoir des chiffres à peu près cohérents. C'est à vous en baisse, mais ça suit ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça baisse, c'est à vous. Alors, c'est peut-être une lassitude des téléspectateurs, parce que l'émission a quand même 10 ans. Mais très clairement, si les gens reprochent à C'est à vous que c'était le bordel ou le mélange des genres entre politique et divertissement, ils auraient dû le reprocher déjà avant, ça n'a pas changé avec Anne-Elisabeth Lemoine. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a du mal à marcher. TPMP, c'est sur les bases de la saison dernière, aux alentours d'1,2 million de téléspectateurs. Même s'ils ont tenté de faire le buzz avec Divisio, son émission depuis le trottoir, ça n'a pas vraiment marché. Tous en cuisine sous les 900 000, pas de révolution. C'est un programme bouche-trou, Tous en cuisine pour M6. Ça permet de faire la liaison entre Objectif Top Chef, Chasseur d'appart en ce moment, n'y est plus. Donc voilà, ça permet d'être un programme de transition. Et puis les Marseillais, entre 707 000 et 517 000. Ça continue un petit peu l'érosion des stars de la télé-réalité au profit des influenceuses des réseaux sociaux ou des vlogs comme Lena Situation. Il y a un transfert d'audience qui est en train de se faire entre les programmes, on va dire, de télé-réalité d'enfermement et ces programmes parce que c'est toujours de la télé-réalité. J'avais fait plusieurs vidéos sur la télé-réalité, avec notamment Lena Situation et autres sur les vlogs, sur les réseaux sociaux, parce que à partir du moment où on met une caméra, vous verrez que le comportement des gens ne sont plus du tout normaux. C'est pour ça que je ne suis pas pour les caméras dans les tribunaux, parce que forcément, et surtout quand c'est en direct, ça change totalement la manière de faire. Du côté du bilan global, on commence avec TF1, 19,6% de part de marché, une baisse de 0,1 point, pas aidé par certains programmes, notamment Prime Time. Je pense notamment à Good Doctor qui souffre. Good Doctor, ça avait commencé très très fort. Je ne sais pas si c'est le cas également aux États-Unis, mais je trouve qu'en France, ça ne marche plus des masses. En même temps, ça tourne un petit peu en rond. Je pense qu'ils ont un peu du mal à se renouveler, contrairement à ce qu'a réussi à faire pendant des années Grey's Anatomy, notamment sur les séries médicales. France 2, très haut, avec 13,7% de part de marché en baisse de 0,6 points. Pas très haut, en fait, malgré le fait que Télématin a été renouvelé ou d'autres programmes de ce type. France 3, bon score, 9,3% de part de marché, baisse de 0,9 points quand même par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, ils étaient très très hauts, au-dessus des 10% de part de marché. Et puis M6, à 9,7 en hausse, ils étaient très très faibles la semaine d'avant. Hausse de 1,3 points, bien entendu, les matchs de l'équipe de France qui ont aidé les audiences de M6, et puis la TNT est en hausse sur cette semaine en général. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour faire les audiences de la semaine qui est en cours. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.